Bienvenue à l'importance cruciale de cultiver des environnements de travail psychologiquement sains et sécuritaires. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Yousra Benjeloun, coordinatrice administrative et chef de projet à l'Institut pour le bien-être au travail et la prévention des handicaps. Et je vais animer le webinaire d'aujourd'hui. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de notre série Mobiliser le talent. L'Alliance Mobiliser les talents pour le recrutement et la rétention des Canadiens ayant un handicap est un projet de 3 ans financé par Emploi et Développement social Canada. Nous tenons à remercier nos 9 organisations partenaires fondatrices ainsi que notre équipe académique. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez visiter notre site web harnessingtalentalliance.ca et suivez-nous sur les médias sociaux. Ce webinaire est rendu possible grâce au soutien du programme Community Gaming Grant du gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi qu'aux dons sur les adhésions à l'Institut de bien-être au travail. Nous remercions nos partenaires de programme, le Conseil canadien de la réadaptation et le Comité consultatif sur l'éducation au travail ainsi que les conférenciers qui contribuent à cette série de webinaires. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement heureux d'accueillir la Dr. Jody Samra. Dr. Jody Samra est leader national sur les questions concernant la santé psychologique, le bien-être et la résilience, et a été grandement impliquée dans la politique de recherche et le travail de consultation sur la norme nationale du Canada pour la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail depuis sa création. Dr. Samra est la chercheuse scientifique principale qui a mis au point des 13 facteurs de risque de la norme et elle est une membre fondatrice et permanente du comité technique de la CSA qui l'a élaborée. Cette norme, la première du genre dans le monde, façonne l'élaboration de politiques en matière de psychologie, de santé et de sécurité au travail à l'échelle internationale au niveau de l'ISO. Dr. Samra est la fondatrice de la clinique Dr. Jody Samra à Psych & Associates avec une équipe de conseillers cliniques offrant des services de thérapie en cabinet et en virtuel dans toute la Colombie-Britannique. Elle est également PDG et fondatrice de My Workplace Health, une société nationale de conseil en milieu de travail. Le Dr. Samra dispose d'une équipe d'associés, d'experts de l'industrie et de consultants à travers le Canada qui possèdent une vaste expertise dans tout ce qui concerne la santé et la sécurité psychologique, la stratégie et la mise en œuvre, la gestion du leadership, la formation et l'amélioration de la résilience des employés. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Dr. Samra. Merci beaucoup pour cette introduction et à l'Institut de me recevoir et bonjour à tous de la magnifique ville de Vancouver. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, pour lequel je suis très passionnée et auquel j'ai vraiment consacré ma carrière. Je suis psychologue depuis près de 20 ans et j'ai été très impliquée dans la recherche sur la santé psychologique, le bien-être, la résilience et en particulier la création d'environnements de travail psychologiquement sains et sécuritaires pendant la majeure partie de cette période. Je suis très heureuse de vous entretenir de la norme et de l'importance que chaque organisation, de la petite entreprise familiale à la grande multinationale, commence à porter attention, à investir de l'énergie et prendre des mesures concrètes pour créer des environnements de travail psychologiquement sains et sécuritaires. J'ai donc quelques objectifs ce matin. J'aimerais commencer par parler de l'importance fondamentale de la santé et du bien-être psychologique, de la résilience et de ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de santé psychologique. J'aimerais partager avec vous quelques statistiques et inviter tout le monde à réfléchir à l'importance d'accorder un peu plus d'attention à notre santé psychologique, de manière générale dans la vie. Parce que je crois qu'en tant que société, nous ne faisons pas assez et ne portons certainement pas autant attention à notre bien-être émotionnel que nous le faisons pour notre bien-être physique. C'est certainement le cas lorsque nous pensons à nos environnements de travail. J'espère vous convaincre d'ici la fin de la matinée de l'importance que nous avons tous, au sein des environnements de travail, de prendre la responsabilité individuelle en tant qu'employés ou collègues de favoriser et de cultiver un environnement de travail psychologiquement sain et sécuritaire. Et certainement pour tous ceux d'entre nous qui ont des rôles de direction ou de décision, l'importance que nous avons de commencer à mieux comprendre ce qu'est la norme, ce que signifie la santé et la sécurité psychologique, et de commencer à l'intégrer dans notre environnement de travail, puis de vous donner une vue d'ensemble de la norme et des 13 facteurs qu'il y a dans la norme. Je pourrais facilement passer une journée et même une semaine à parler de la norme et de tous les facteurs. Aujourd'hui, je veux simplement vous donner un aperçu de ce dont nous parlons quand nous parlons de la norme. Et pour vous donner une idée des aspects que nous pensons devoir aborder lorsque nous pensons à créer des environnements de travail sains et sécuritaires. Et, enfin, j'aimerais terminer par des mesures concrètes que tout le monde peut prendre.
Il s'agit donc d'un environnement de travail optimisé et il est difficile de faire un discours sur l'environnement de travail sans penser à Dilbert. Le patron dit « Demain, c'est la réunion obligatoire sur la santé et le bien-être des employés. La réunion commence à 6 heures du matin, donc elle va interférer avec votre sommeil et non avec votre travail. » Et Dilbert dit « Est-ce que cela n'envoie pas le message que le travail est plus important que la santé? Je l'espère. C'est l'objet de la réunion. » C'est pas l'objet de la réunion, et il est peut-être 6 heures du matin pour certaines personnes quelque part, mais pas ici à Vancouver. Mais je tiens à vous féliciter tous d'avoir pris le temps, malgré vos agendas chargés, de consacrer ce temps pour en apprendre un peu plus sur un sujet qui touche chacun d'entre nous. Et j'invite tout le monde à réfléchir un instant à la santé psychologique dans son ensemble. Et nous sommes ici pour parler de la norme, qui semble être un gros truc technique. Ce qu'elle est, la norme est un document technique. C'est un document sur les mesures à prendre. Lorsque nous pensons à la santé et à la sécurité psychologique, nous parlons de choses comme les politiques, les procédures et les systèmes. Mais de manière beaucoup plus large, ce dont nous parlons en fin de compte, ce sont les relations au sein de nos environnements de travail et la manière dont nous nous présentons tous, de sorte que nous allons tous être confrontés à des problèmes de santé psychologique à un moment donné. Et c'est très facile pour nous d'être pris dans la rhétorique de toutes ces choses qui ne vont pas dans nos environnements de travail, c'est vrai. Et je vais parler de certaines statistiques. Il est certain qu'aujourd'hui, le travail est très différent de ce qu'il était il y a 10 ou 20, voire 30 ou 40 ans. Et si nous allons plus loin, vous savez, il y a beaucoup de choses dans notre environnement de travail qui contribuent à ce que je crois être du stress collectif. Et beaucoup de données le confirmeront. Mais il est important de garder à l'esprit qu'il y a du bon dans un environnement de travail. Et si nous remontons au début des temps et que nous observons toutes les cultures et toutes les communautés, nous savons que le travail, sous une forme ou une autre, est une partie essentielle de la vie. Une vie heureuse et longue, physiquement saine, mais aussi une vie qui a du sens. Et la réalité est qu'il n'y a pas de bouton sur lequel nous pouvons appuyer pour laisser nos affaires personnelles à la porte lorsque nous nous présentons dans nos lieux de travail. Et donc, si nous vivons assez longtemps, nous aurons tous des périodes où nous aurons des difficultés, où la vie ne sera pas idéale. Et à travers cela, je pense que dans nos environnements de travail, parce que, bien sûr, nous sommes là pour faire un travail et être rémunérés pour fournir un service, ce que nous faisons parfois, c'est que nous nous concentrons sur les tâches, les affaires et les résultats et nous oublions que, globalement, quand nous parlons de santé et de sécurité psychologique en tant qu'individus, que nous avons beaucoup plus de points en commun. Nous sommes des êtres humains qui ont besoin de sens, de but, de structure et de relations sociales. Et c'est une chose importante que nous devons garder à l'esprit, parce que l'autre côté de la médaille, c'est que certains de ces défis, lorsqu'il s'agit de créer des environnements de travail psychologiquement sains et sécuritaires, sont complexes. Ce n'est pas aussi facile que de s'occuper, disons, d'une jambe cassée. Il y a donc des niveaux et des complexités. Mais en fin de compte, au fond, nous parlons d'expériences communes partagées. J'aimerais partager cette définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, qui est bien sûr notre principale référence internationale en matière de santé et qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et non l'absence de maladie ou d'infirmité. J'ai donc relu cette définition qui fait référence à un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Il y a plusieurs choses que j'aimerais souligner à propos de cette définition. La première est que trop souvent, dans notre vocabulaire et certainement dans nos systèmes de soins de santé, nous séparons la santé physique et la santé mentale. Et nous parlons de ces deux choses comme si elles étaient différentes. Mais chaque parcelle de données cliniques, de recherche et de témoignages nous dit que nous ne pouvons tout simplement pas séparer notre santé physique de notre santé émotionnelle. Et si nous regardons les phénomènes comme les comorbidités, c'est-à-dire la fréquence à laquelle les problèmes de santé physique sont associés à des problèmes de santé mentale, nous savons que ces taux de comorbidité sont très élevés, 70 à 80% ou plus dans certains cas. Nous savons, d'une certaine manière, c'est une fausse croyance de penser que nous pouvons séparer notre état physique, qui inclut toutes les maladies ou même les blessures, de notre fonctionnement émotionnel. Ils se chevauchent, et lorsque nous pensons à une bonne santé, à une santé optimale, nous savons qu'il s'agit d'une combinaison d'un certain nombre de facteurs. Donc, la santé globale implique aussi comment nous nous sentons physiquement, ce que nous ressentons sur le plan mental, émotionnel et spirituel.
Et la santé n'est pas seulement l'absence de maladie. Il ne s'agit donc pas seulement d'avoir quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi une partie de promotion et prévention. Nous savons que nous pouvons améliorer notre santé globale, physiquement et psychologiquement, de la même manière que beaucoup d'entre nous s'engagent, peut-être pas assez régulièrement, mais en buvant suffisamment d'eau, en mangeant des fruits et des légumes ou en bougeant un peu plus chaque jour, au moins pendant une certaine période. Ce sont là des habitudes que nous pouvons adopter pour améliorer notre santé physique. Et de même, nous savons qu'il y a toute une série de choses que la science nous dira que nous pouvons faire pour améliorer notre santé psychologique. Et tandis que les environnements de travail, à moins que vous ne soyez un psychologue, avec l'objectif de traiter des patients ou des clients, on ne s'attend pas à ce que nous traitons la santé psychologique, mais nous les guidons, soutenons et connectons d'une manière qui facilite et permet aux individus qui ont des difficultés à parler ouvertement de ces problèmes d'obtenir du soutien lorsqu'ils en ont besoin. Et il est certain que nos environnements de travail jouent un rôle très important en termes d'éducation et d'information sur un sujet auquel nous ne parvenons toujours pas, en tant que société, à penser, à parler ou à aborder. Et cette définition, je n'ai pas l'Europe sur cette diapositive, mais ce que j'aimerais noter, c'est qu'il s'agit d'une définition de 1948. L'Organisation mondiale de la santé a compris que nous ne pouvons pas séparer la santé physique et la santé émotionnelle depuis des décennies, presque un siècle. Et donc, encore une fois, j'invite tout le monde à réfléchir aux termes que nous utilisons. Je crois tellement que le langage que nous utilisons a une incidence sur la façon de voir le monde, dont nous percevons le monde et les questions comme le stress et les congés pour raisons de santé mentale. Ça n'existe évidemment pas. Nous avons le congé préventif ou le congé maladie. Parfois, c'est pour un problème de santé physique important. Parfois, c'est pour un problème de santé psychologique prédominant. Et presque toujours, les deux sont liés. Lorsque nous pensons aux symptômes de santé psychologique, nous savons qu'il ne s'agit pas d'une approche dichotomique de la notion de santé mentale. Il ne s'agit donc pas d'une maladie ou d'un trouble de la santé mentale, et ne savons-nous pas que les symptômes de santé psychologique existent sur un continuum? Ainsi, chaque jour, chacun d'entre nous a un certain niveau de santé physique, et chacun d'entre nous, en ce moment même, pourrait faire un petit bilan et se donner une note. De 0 à 100, nous pourrions nous auto-évaluer et nous demander comment est notre santé physique aujourd'hui. Chacun d'entre nous peut se rappeler des moments où cette note était plus élevée, et chacun d'entre nous peut probablement se rappeler des moments où cette note était plus basse. Maintenant, j'invite tout le monde à réfléchir à ces facteurs ou aux éléments qui améliorent ou détériorent la santé physique et psychologique. Mais comme pour notre santé physique, chacun d'entre nous pourrait se donner une note de 0 à 100 pour l'état de sa santé psychologique. Et donc, je vais juste faire une pause de quelques secondes et penser de 0 à 100, avec 100 étant absolument hors norme et extraordinaire, et 0, je dirais, étant mort. Où classeriez-vous votre santé psychologique aujourd'hui? Donnez-vous une note et repensez au moment où cette note a été plus élevée. Pensez à des moments où ce chiffre a été plus bas et passez en revue les facteurs qui y ont contribué. Si vous faites cet exercice et que vous notez des éléments relatifs à la santé physique et à la santé psychologique, et si nous partageons ces informations, nous constatons qu'il existe un grand nombre de points communs qui affectent les deux de la même manière. Donc, des choses comme notre sommeil, des choses comme la façon dont nos relations se déroulent, s'il y a quelque chose d'important ou de grave qui se passe dans notre vie personnelle, si nous avons mangé sainement, si nous avons bien dormi. Ce sont tous des facteurs qui affectent à la fois la santé physique et la santé émotionnelle. Et nos symptômes existent sur un continuum. Et donc, chacun d'entre nous, la plupart des jours, aura probablement des petits hauts et des bas en ce qui concerne les états émotionnels peu agréables que nous ressentons, que ce soit le réveil qui se déclenche après une mauvaise nuit de sommeil ou du café renversé sur votre chemise avant de sortir, ou votre enfant qui vous rend fou alors que vous essayez de vous organiser pour la journée. Nous avons des petites difficultés qui vont et viennent au cours de la journée, et cela fait partie intégrante de la vie quotidienne. Nous allons tous avoir des moments où nous avons été soumis à une détresse importante. Cela peut durer des heures, des jours, voire des semaines. Et généralement, ce type de détresse aiguë est lié à des choses graves qui se produisent dans notre vie. Et quand cette situation s'améliore, se résout, disparaît ou est résolue, notre santé psychologique revient à son niveau de base.
Chacun d'entre nous a connu des périodes de stress chronique, et en quelque sorte, le corps et les émotions racontent l'histoire, et il peut s'agir de semaines, de mois, où nous sommes soumis à des demandes constantes et incessantes qui commencent à affecter notre fonctionnement et à affecter la façon dont nous fonctionnons et nous percevons nos relations sociales, nos émotions et notre qualité de vie et nos fonctions au travail. C'est donc à ce moment-là que nous ne sommes pas à 70, 80 ou 90 mais plutôt à 40, 50 ou 60 %. Et chacun d'entre nous a connu des symptômes de santé psychologique. Si nous prenions notre Bible psychiatrique, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, et que nous dressions la liste de tous les symptômes existants, nous saurions tous que nous avons éprouvé de nombreux symptômes au fil du temps et qu'un certain pourcentage d'entre nous répond aux critères d'un diagnostic de trouble psychologique, d'une maladie ou d'un dysfonctionnement. J'aimerais que vous réfléchissiez au pourcentage de travailleurs canadiens qui souffrent d'un problème de santé psychologique chaque année. OK, alors regardons. Nous avons 0% qui a dit 5, 2% qui ont dit 10 et 52% qui ont dit 20%, ce qui est la bonne réponse. Et ensuite, 50% ou plus qui ont dit 46. La réponse est, laissez-moi revenir à mes diapositives ici, et si nous regardons la prévalence annuelle, nous savons qu'un Canadien sur 5, chaque année, connaîtra un problème ou une maladie psychologique. 1 sur 5. Donc, 20% chaque année. Et si nous regardons les chiffres absolus, c'est 6,7 millions par année. Et si nous comparons cela à d'autres conditions de santé très communément comprises, acceptées et dont on parle, c'est seulement, et je dis bien seulement, ironiquement. Ce n'est que 2,2 millions pour le diabète de type 2 et de 1,4 million pour les maladies cardiaques. Et donc, nous voyons que les chiffres sont colossaux et nous connaissons maintenant tout un tas d'indices qui nous diront que les problèmes de santé psychologique représentent la plus grande partie du fardeau de la maladie et en particulier des coûts. Ainsi, en 1917, l'Organisation mondiale de la santé a identifié la dépression, qui est en fait un terme de substitution pour les problèmes de santé mentale au sens large, comme étant la principale cause de cas d'invalidité dans le monde. La principale cause d'invalidité dans le monde. Pendant de très nombreuses années, j'ai eu l'habitude de dire que l'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, la dépression sera la première cause d'invalidité dans le monde et que c'était tout ce qui est lié à la santé cardiovasculaire qui était en tête. Et nous sommes arrivés à ce chiffre dans le monde 3 ans à l'avance. Et il est très important de garder ces données à l'esprit. Je veux dire, ce sont des données internationales. Ainsi, lorsque nous pensons aux problèmes de santé psychologique, les gens pensent ou demandent souvent s'il s'agit uniquement d'un problème canadien ou américain, d'un problème du monde occidental, de pays développés. La réponse est la suivante. Nous savons que la santé psychologique a un impact considérable sur notre niveau général de fonctionnement social et professionnel et sur notre qualité de vie. Si nous partageons juste quelques données spécifiques au Canada, nous savons que, sur papier, si nous regardons les réclamations, nous avons des résultats assez solides que nous pensions au Comité d'indemnisation des travailleurs et aux blessures psychologiques, que nous pensions aux données sur l'invalidité à court ou à long terme. Nous savons que sur papier, environ 30% des demandes sont attribuables à un problème ou une blessure psychologique. Mais nous savons que cela représente environ 70% des coûts. Donc, environ un tiers des éléments sur papier représentent environ 2/3 des coûts. Et encore une fois, les conclusions sont très frappantes. Et ce que nous savons, et je suis une chercheuse scientifique dans l'âme et les chiffres ne mentent pas, c'est que nos problèmes de santé psychologique sont le plus grand problème de santé auquel nous sommes tous confrontés en tant que société et bien sûr dans les environnements de travail. J'aimerais maintenant changer de sujet et commencer à parler du travail. Et j'ai déjà mentionné que lorsque nous entrons dans nos environnements de travail, nous ne laissons pas de côté ou à la porte toutes les autres choses qui influencent notre façon de fonctionner et de nous sentir psychologiquement et émotionnellement. Et j'adore cette citation de Sigmund Freud qui a dit tout un tas de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, que l'amour et le travail sont des pierres angulaires de notre humanité. Faire de l'amour et du travail la pierre angulaire de notre humanité. Et si nous pensons à l'amour sous toutes ses formes, l'amour romantique, l'amour de la famille, l'amour d'un passe-temps, l'amour d'un animal de compagnie, l'amour,
la passion, la joie et tout ce que cela apporte, qui est souvent une connexion et un but, une partie très importante de l'être humain, n'est-ce pas? Et si nous repensons au travail depuis le début des temps et à chaque culture, communauté et société, s'engager dans notre communauté et dans notre communauté élargie d'une manière qui soit significative, contribuer d'une manière utile, significative et importante est une partie essentielle de l'être humain. Et il y a tellement de choses dans le travail qui sont bonnes pour notre santé mentale. Et encore une fois, il est très facile d'entrer dans cette rhétorique de toutes les choses qui sont mauvaises dans le travail et comment ça peut nous affecter. Mais nous savons qu'il y a tellement de choses naturellement offertes par le travail qui sont vraiment bonnes pour nous. Ainsi, si quelqu'un se présente dans mon cabinet et souffre d'un des problèmes de santé mentale les plus courants, les troubles de l'anxiété arrivant en tête, suivis de près par la dépression, nous savons qu'il existe toute une série de données scientifiques qui peuvent être utiles, et ces mesures incluent des éléments qui fonctionnent naturellement. Donc, la structure, d'accord, avec une raison pour programmer le réveil et qu'il sonne le matin, pour nous obliger à nous lever, à prendre une douche, à nous ressaisir un peu et à sortir de la maison. C'est une très bonne chose. Et ce que nous savons, et ce à quoi nous pensons, lorsque nous avons des difficultés psychologiques, c'est que nous nous retirons, nous nous isolons et nous ne voulons pas avoir de contact. Donc en passant par l'action, nous le savons, la science nous dira de faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, si nous pouvons bouger et faire les choses que nous faisons quand nous nous sentons bien et les faire quand nous ne nous sentons pas bien, cela a un effet très important, significatif et positif sur notre santé psychologique. Il y a aussi la routine, et nous savons que tous les parents connaissent l'importance de la structure et de la routine pour les enfants. Et en tant qu'adultes, nous ne sommes pas différents. La prévisibilité, la structure et la routine sont donc importantes, même pour ceux d'entre nous qui pensent qu'ils aiment moins la routine que les autres. Cela affecte des aspects tels que nos rythmes circadiens et nos habitudes de sommeil. Et ceux-ci ont des effets sur notre appétit, notre énergie, notre attention et notre concentration. Nous savons que les liens sociaux sont très importants et la grande majorité d'entre nous passe plus de temps avec sa famille élargie au travail et ses collègues qu'avec sa famille biologique réelle ou choisie. Nos relations sociales sont donc vraiment essentielles et lorsque nous sommes dans des environnements de travail où nous avons des relations saines, civiles et respectueuses, pas nécessairement des relations parfaites, mais des relations civiles respectueuses où nous pouvons donner aux gens le bénéfice du doute, où nous pouvons apprécier ce que les gens nous apportent. Lorsque nous pouvons nous sentir soutenus dans ces environnements de travail, c'est très bon pour notre santé mentale. Nous savons que le fait d'avoir une raison de se lever chaque jour pour faire quelque chose, et espérons-le, la plupart des jours, la plupart d'entre nous sont relativement intéressés ou engagés dans ce que nous faisons. Encore une fois, pas toujours. Le critère ici n'est pas la perfection. Donc, chacun d'entre nous, moi y compris, a tout un tas de choses à faire qui n'est pas nécessairement sur la liste de ce que j'aimerais faire chaque jour de ma vie. Mais pour l'essentiel, c'est un moyen de parvenir à nos fins. Et donc, si nous pouvons sentir que nous sommes engagés dans ce que nous faisons, si nous sentons que nos compétences sont mises à contribution lorsque nous apprenons et développons nos compétences professionnelles, personnelles ou autres, tout cela est très, très, très bon pour notre santé psychologique. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a toute une multitude de défis qui accompagnent le travail dans notre environnement de travail et notre structure de travail, et nous vivons dans un monde un peu sauvage et délirant. Et donc, nous pensons à toutes sortes de trucs. Je veux dire, commençons par les équipements et la technologie. C'est merveilleux à bien des égards et nous permettent d'être plus efficaces et connectés, même en ce moment. C'est un parfait exemple de connexion avec les gens au sens large. Nous pouvons nous connecter et faire des très bonnes choses à partir de là. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ces lignes bien définies entre la vie personnelle et le travail ont disparu. Il fut un temps où les magasins étaient fermés le dimanche et nous avions la sensation d'avoir fini de travailler. Eh bien, ce n'est plus vrai pour la plupart d'entre nous. Et cela a un impact sur notre santé psychologique. Nous connaissons le stress financier et je vis dans la belle mais très chère ville de Vancouver. Et nous pensons qu'au moins un tiers des Canadiens sont chroniquement stressés par les finances. Nous savons que si nous regardons ce qui se passe dans la politique, le changement climatique, vous regardez les crises sanitaires actuelles avec le coronavirus, je veux dire que toutes ces choses dans notre société ont vraiment un impact sur notre santé psychologique. Si nous regardons les ménages où vivent 2 adultes et soutien de famille, maintenant,
Très souvent, les deux doivent travailler presque à temps plein avec des horaires plus longs, et cela a un réel impact sur les configurations familiales et les autres exigences. Nous savons qu'environ 30% des gens font partie de ce que l'on appelle la génération sandwich. Ils ont non seulement des responsabilités envers les enfants, mais aussi envers les personnes âgées. Il s'agit donc de facteurs qu'il est important de garder à l'esprit en termes d'impact sur notre santé psychologique individuelle, mais qui sont également essentiels pour les environnements de travail. Parce que si nous pensons à des environnements de travail évolutifs, innovants et qui commencent vraiment à poser des gestes en fonction de la santé psychologique, des éléments comme la flexibilité et l'adaptabilité sont essentiels. Il y a donc un changement qui est nécessaire, je pense, dans beaucoup de nos environnements, compte tenu de la nature du travail que nous faisons. Si nous changeons notre façon de penser en employeur et à nos responsabilités, qu'est-ce que les milieux de travail doivent faire? Nous savons qu'il y a 2 domaines dont nous voulons nous occuper dans nos milieux de travail, le premier étant de fournir un soutien individuel à chaque employé. Il faut notamment s'assurer que nous disposons de bonnes politiques d'embauche qui ne sont pas discriminatoires parce qu'une personne a des antécédents de problèmes de santé mentale. Enseigner à nos dirigeants, à nos managers et à nos superviseurs le langage et les compétences dont ils ont besoin pour aborder une personne qui pourrait être en détresse dans son milieu de travail et permettre aux gens de s'absenter du travail sans que cela ait un impact négatif sur leur statut dans le milieu de travail à cause de leur santé. Et beaucoup d'organisations, surtout les grandes organisations qui ont des départements plus structurés, des divisions, des avantages et des ressources humaines, où il y a une grande infrastructure, beaucoup de ces organisations font du bon travail quand il s'agit de soutien individuel aux employés et reconnaissent qu'il y a toute une série de politiques, de procédures, de législations, de lignes directrices très bien établies qui les empêchent de faire de la discrimination dans leurs pratiques d'embauche et de tenir compte des problèmes de santé mentale, et ainsi de suite. Maintenant, ce qui fait la norme, et je vais commencer à en parler maintenant, c'est qu'elle dit « OK, votre organisation doit s'occuper de chacun de ses employés. Donc, de la même manière que les législations, les meilleures pratiques, etc., nous recommandent de le faire. Et en plus de cela, vous devez commencer à prêter attention au fonctionnement global de l'organisation. Et donc, des facteurs dans l'environnement de travail qui peuvent ou non, à un moment donné, être liés à un employé qui éprouve des difficultés. Ces facteurs, que nous connaissons grâce à la loi ou à la recherche, nous disent que le fait de s'occuper de ces facteurs améliorera notre santé psychologique globale. Et je vais commencer à vous présenter et à vous donner un aperçu de ces 13 facteurs. Et donc, une autre question de sondage. J'aimerais connaître votre connaissance de la norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologique au milieu de travail. Un gros morceau, je sais. Alors, pas du tout. Vous en avez peut-être entendu parler, mais vous n'en savez pas grand-chose. Quelqu'un a peut-être lu la norme ou l'a survolée, ou très bien que vous avez en quelque sorte été immergé, et que vous avez reçu une formation ou que votre environnement de travail l'a mise en œuvre. OK, merveilleux. Nous avons donc environ 20% qui connaissent bien cette norme et environ 40% qui n'en ont jamais entendu parler ou qui en connaissent juste un tout petit peu, environ 40% qui la connaissent moyennement. OK. La première est pour les 82% d'entre vous qui ne connaissent pas très bien la norme. Je vous encourage à aller la télécharger. Et ainsi de suite. Sur mon site consacré à la santé sur le lieu de travail, j'ai toute une série de ressources gratuites et de liens vers des rapports essentiels, y compris des liens directs vers la norme que vous pouvez télécharger. C'est gratuit. Il n'y a donc aucun frein, si ce n'est les 3 minutes qu'il vous faudra pour aller sur le site, cliquer et entrer vos informations. Mais j'invite tout le monde à aller chercher une copie de la norme. C'est un document technique et c'est un long document technique. Mais il faut le parcourir et ainsi se familiariser, comprendre l'environnement de travail et les exigences de la norme. Et maintenant, la définition d'un environnement de travail psychologiquement sain et sécuritaire est celle d'un environnement qui favorise le bien-être psychologique des employés et qui ne permet pas de nuire à la santé mentale des employés par négligence, par imprudence ou intentionnellement. La norme établit donc l'importance cruciale des 2 choses à faire dans les environnements de travail. D'une part, promouvoir et créer un environnement de travail sain et sécuritaire.
Cela peut aller de l'éducation à la formation et au développement, en passant par la psychoéducation sur les questions de santé mentale, l'apprentissage de la communication, la prise en compte des points de tension particuliers en environnement de travail, ainsi les défis spécifiques que présente un environnement de travail. Un service de premier répondant, par exemple, aura des exigences très particulières par rapport à un institut d'enseignement ou un hôpital, et donc comprendre quels sont les facteurs de stress, les défis et les points de tension uniques au sein des organisations. Et ce que nous pouvons faire pour aider à améliorer la santé globale et la résilience des employés au sein de ces organisations. La norme souligne également la nécessité pour les organisations de s'occuper des gros problèmes, c'est-à-dire de s'assurer qu'aucun mal n'est fait. Encore une fois, les termes par négligence, par imprudence ou intentionnellement sont tirés textuellement de la norme, et c'est de la jurisprudence que nous tenons ces précisions. Ainsi, tous les facteurs qui font partie de la norme ont déjà une base solide dans la jurisprudence ou dans une autre source législative ou dans la recherche. Et beaucoup se situent dans les deux domaines. Ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que nous améliorons les composantes de l'environnement de travail en fonction des facteurs psychosociaux décrits dans la norme et que nous intervenons également en résolvant les problèmes liés à des défis particuliers dans le milieu de travail. Dans la norme, l'accent est mis sur ce que l'on appelle le leadership psychologiquement sécuritaire. Donc, encore une fois, la santé et la sécurité psychologique ne sont pas seulement une question de politique ou de procédure. Il s'agit de prendre une approche et de l'intégrer à chaque étape du cycle de vie de l'emploi. Ainsi, du recrutement à l'embauche, à l'intégration, à la gestion des performances jusqu'à la sortie, il s'agit de s'assurer que nous nous engageons de manière civile, respectueuse et appropriée dans nos interactions. Et comme je le dis depuis de nombreuses années, les gens ne quittent pas leur salaire, les gens quittent les gens. Et donc, lorsque nous nous penchons sur les plus grands défis et les plus grands points épineux au sein des organisations, cela se résume souvent à la façon dont les relations sont. La norme dira « OK, votre environnement de travail a une obligation particulière de s'occuper de la création d'un environnement de travail globalement sain. Vous avez une responsabilité particulière car il s'agit d'un lieu de travail. » Et il est également dit que votre environnement de travail a le devoir de veiller à ce que toute personne qui occupe un poste de leader soit en mesure de gérer, de diriger ou de superviser une autre personne. Ils doivent absolument s'assurer que ces personnes possèdent les compétences nécessaires pour améliorer la santé et la sécurité psychologique sur le lieu de travail. Voici donc quelques-unes des clauses pertinentes de la norme. Cette norme souligne la responsabilité des organisations de fixer des attentes et des exigences pour les personnes occupant des postes de direction afin de prévenir les dommages psychologiques, de promouvoir la santé et la sécurité psychologique des travailleurs et de répondre aux problèmes liés à la santé et à la sécurité. De plus, la norme reconnaît qu'à moins d'être psychologue et de diriger un cabinet de psychologues, la grande majorité de votre personnel n'aura probablement aucun bagage en matière de santé mentale, ni aucune formation officielle. La norme ne concerne pas le traitement de la santé mentale, donc pas besoin d'être un thérapeute. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes de santé mentale. Il s'agit d'avoir les compétences pour s'assurer que nous fournissons le soutien approprié. Et la norme reconnaît que le leader moyen ne sera pas exposé à quoi que ce soit dans ces domaines. Et le milieu de travail a la responsabilité particulière de veiller à ce que toute personne occupant une position de leader reçoive le coaching, le mentorat et le soutien appropriés pour s'engager dans un leadership psychologiquement sécuritaire. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est un extrait d'une courte vidéo. Et ce que j'aimerais que vous fassiez pendant la lecture de ce clip, c'est de noter mentalement toutes les choses qui ne vont pas avec la direction. Je vais donc devoir passer à un autre écran et espérer qu'il n'y aura pas de problème technique. Oh, good morning, Miranda. Hey, Isaac. I don't see my breakfast here. Are my eggs here? Where are my eggs? Excuse me. Pick up the Polaroids from the lingerie shoot. Have the brakes checked on my car. Where's that piece of paper I had in my hand yesterday morning? Girls need new surfboards or boogie boards or something for spring break. Hello? The twins also need flip-flops. Oh my gosh. Pick
pick up my shoes from Blahnik and then go get Patricia? Good girl! Good girl! Good girl! Get me that little table that I like at that store on Madison. Get us a reservation for dinner tonight at that place. Get me a good review of my thank you notes delivered today. Where is everywhere? Why is Get me de Marchelier. J'aurais dû ajouter un sondage pour savoir combien de personnes connaissaient cette vidéo, si vous vous en souvenez. Le diable s'habille en Prada, et bien qu'il s'agisse d'un portrait exagéré d'une mauvaise leader, je veux dire que nous pouvons tous nous identifier à ce sentiment de travailler avec quelqu'un qui possède certaines de ces caractéristiques. Et ce que je voudrais faire maintenant, je l'ai mis sur la prochaine diapositive, les 13 facteurs qui sont dans la norme nationale du Canada. Encore une fois, je pourrais passer une journée sur chacun de ces facteurs, mais j'aimerais les passer en revue rapidement. Si l'on considère ce petit portrait exagéré d'un mauvais environnement de travail, on peut passer en revue tous ces facteurs et voir comment ils se manifestent en termes de facteurs psychosociaux. Le premier est le soutien psychologique. On sait que pour Andy, elle ne se sentira probablement pas supportée. Disons qu'elle a un problème personnel, elle ne va probablement pas aller voir sa patronne. Par exemple, disons que sa mère est morte. Quelqu'un comme elle va probablement avoir très peur d'aller au travail et de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Il pourrait lui donner du temps libre ou lui accorder des accommodements ou des concessions. C'est une situation extrême, mais Andy ne se sentira probablement pas en confiance pour aller parler des problèmes qu'elle rencontre avec son travail ou son environnement de travail pour poser des questions. Tout cela relève donc du domaine du soutien psychologique. Si on regarde la culture organisationnelle globale, oui, nous pourrions dire ce qui est ressenti. Et à ce moment-là, nous pouvons souvent ressentir la même chose. Nous pouvons sentir une famille saine. Nous pouvons souvent sentir ce qu'est un environnement de travail sain en termes d'interaction entre les gens. Et encore une fois, nous pouvons deviner que si nous sommes dans cet environnement de travail très tendu et très stressant, les gens vont avoir l'impression de marcher sur des œufs. Nous savons évidemment qu'il n'y a pas de clarté dans ce leadership et ses attentes. Allez chercher les jumeaux. Elle se demande « c'est qui ?» Elle n'a aucune idée de ce qu'elle doit faire. C'est tout sauf clair. Les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils sont censés faire et y réussir si les demandes ne sont pas claires. Et encore une fois, nous allons passer en revue ces éléments. Vous pouvez les parcourir rapidement, mais la civilité et le respect ne sont pas là ou bien le sentiment de bien-être psychologique. Nous pourrions tous dire que le leader n'a pas les compétences interpersonnelles ou émotionnelles pour être un bon leader. C'est vrai. S'il semble y avoir des éléments importants qui manquent, il n'y a probablement pas d'opportunité de croissance et de développement dans cet environnement de travail. C'est certain que nous n'entendons aucune forme de reconnaissance et de récompense. Il n'y a pas de merci, pas d'appréciation. Il n'y a pas d'implication dans la façon dont le travail est fait. C'est vrai. On lui dit juste ce qu'elle doit faire. Nous pouvons très bien voir que la charge de travail est vraiment excessive. Nous dirions probablement que la personne moyenne aurait du mal à répondre à ces exigences. Elle n'a pas l'air très engagée, c'est vrai. C'est cet investissement émotionnel que nous avons dans notre travail. Et encore une fois, il n'y a certainement pas de protection psychologique contre les objets qui lui sont lancés à la figure. Et nous pourrions sans doute imaginer qu'il s'agit d'une patronne qui communique de manière inappropriée pour la blesser, ce qui peut se traduire par de l'intimidation et du harcèlement. Donc, c'est une vue d'ensemble. Mais cela vous donne une petite idée du type de facteurs que nous devons commencer à tenir compte, à prendre des mesures et à fournir un encadrement, une formation et un soutien dans le milieu de travail. Voici donc la dernière question du sondage. Votre organisation dispose-t-elle d'une stratégie en matière de santé et de sécurité psychologique? Oui, non ou pas du tout? OK. Oh, super! Donc, 57% disent oui, c'est un peu plus que la moyenne. Puis 25% disent non et 18% sont incertains ou ne savent pas. Et donc, si vous ne savez pas, je vous encourage à obtenir plus d'informations de la part des responsables de votre organisation, de sorte que 51% est en fait plus élevé que la norme habituelle. Mais nous savons qu'en ce qui concerne la santé psychologique de la plupart des organisations, même celles qui ont une certaine stratégie, nous savons que la plupart des organisations n'en sont qu'au premier stade de l'élaboration des stratégies cohésives intégrées à toutes les étapes du cycle de vie de l'emploi. Et pour de nombreux environnements de travail, le sentiment peut être comme ça, non? Est-ce que vous savez, quand ça dérape et que personne ne sait quoi faire, on passe en mode gestion de crise?
Lorsque nous pensons à la promotion de la santé et de la sécurité psychologique dans un environnement de travail, nous voulons être moins réactifs et plus préventifs et proactifs afin de nous assurer que tous les individus dans notre environnement de travail ont les compétences, les stratégies et les approches nécessaires selon leur rôle dans l'organisation. Et donc, que pouvons-nous faire? Nous savons qu'il y a 3 domaines principaux auxquels il faut penser. La première est d'avoir une idée des risques dans votre environnement de travail. Et donc, en ce qui concerne Minds at Work, qui est un ensemble complet de ressources d'évaluation et d'action que le scientifique principal, le développeur de Minds at Work, a développé, c'est de là que vient le modèle à 13 facteurs de cette norme et toutes ces ressources sont gratuites. Alors, s'il vous plaît, allez sur mon site workplacehealth.com. Vous pouvez aller à la section des ressources et vous pouvez obtenir des liens. C'est vrai. Cela explique ce que sont les Minds at Work et vous indique où aller pour obtenir plus d'informations. Mais un bon point de départ est d'obtenir une évaluation du fonctionnement de votre environnement de travail et de vous faire une idée, et vous pouvez le faire vous-même. Guarding Minds at Work dispose d'un sondage à faire auprès des employés. Il est gratuit et du domaine public. N'importe qui dans son environnement de travail peut y accéder. Il suffit de 15 à 20 minutes aux employés pour le remplir. Et vous obtenez une ressource très intéressante, un rapport qui résume les points forts et les points à améliorer en fonction de ces 13 facteurs et les compare à un échantillon de référence. C'est en quelque sorte l'étape numéro 1, faire une évaluation. La deuxième étape consiste à investir dans l'amélioration des compétences de leadership psychologiquement sécuritaires de tous vos leaders. L'année dernière, j'ai donc lancé une autre grande initiative nationale dont je suis très fière, intitulée Psychologically Safe Leader Assessment. Vous pouvez également vous rendre sur notre page de ressources et consulter le résultat du leader psychologiquement sécuritaire. Tous les 3 sont des auto-évaluations des dirigeants qui les aident à évaluer comment ils réussissent en termes de compétences, stratégies et approches qu'ils utilisent. Il est divisé en 5 domaines de leadership qui sont tous alignés sur la norme nationale du Canada et ensuite, il faut le mettre en œuvre et prendre des mesures dans l'environnement de travail pour fournir des ressources. Il peut s'agir de ressources gratuites, de références, de ressources Internet, de déjeuners et de séminaires en ligne, de choses qui peuvent aider vos employés à savoir comment améliorer leur santé et leur bien-être psychologique et leur résilience. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas et la grande majorité des gens ne vont pas venir voir quelqu'un comme moi dans un bureau. La grande majorité d'entre nous ont tendance à se débrouiller seuls dans la vie. Et donc, nos lieux de travail peuvent jouer un rôle très important en termes d'information, d'accès et de soutien, ce qui est plus que de simples avantages. C'est vrai, il s'agit d'une sorte d'éducation et de dépannage. Si vous voyez quelqu'un qui éprouve des difficultés, vous pouvez lui apporter un soutien individualisé, ce qui peut l'aider à prévenir, à promouvoir et à améliorer sa santé psychologique. Et dans certains cas, nous savons tous que les données nous diront que c'est gagnant-gagnant d'investir dans la création d'environnements de travail psychologiquement sains et sécuritaires. Les employés sont plus heureux, en meilleure santé. Il y a moins d'accidents, moins de blessures, ils sont plus investis. Ils sont plus disposés à investir ce que l'on appelle l'effort discrétionnaire, à faire l'effort supplémentaire. Ils sont plus loyaux et plus satisfaits du travail qu'ils accomplissent. Et nous savons que lorsque ces facteurs entrent en jeu, lorsque nous avons des employés heureux et loyaux, l'appréciation des clients et des consommateurs est plus élevée et le résultat final pour une entreprise en est amélioré. Quand nos relations sont meilleures, quand nous soutenons ces relations, nous nous occupons des problèmes et nous nous assurons de prendre les mesures nécessaires lorsqu'ils se produisent dans l'environnement de travail. Ça contribue vraiment à la cohésion et à la confiance dans le milieu de travail. Et si nous regardons tous les chiffres, comme les taux d'invalidité, d'absentéisme, le présentéisme, le roulement, tous ces éléments sont améliorés lorsque nous investissons dans la création d'environnements de travail sains et sécuritaires. Et j'aimerais terminer par cette citation de Simon Sinek que j'adore. Si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à faire davantage et à devenir davantage, vous êtes un leader. J'invite donc tout le monde à réfléchir à une mesure concrète que vous pouvez prendre, petite ou grande, et qui vous inspire après ce webinaire. Nous terminons par un lien vers toutes nos plateformes des médias sociaux. Nous sommes très connectés aux médias sociaux et nous vous encourageons à vous inscrire à notre infolettre pour recevoir de nombreux conseils utiles concernant la norme.
Et nous avons beaucoup de blogs, de clips vidéo, de vidéos sur YouTube. Et donc, nos 2 sites, drjodysamra.com, éliminent la pratique. Et dans mon site Workplace Health, il y a notre société de conseil sur le lieu de travail et ainsi de suite. Dans les 2 cas, j'ai accordé une très grande importance tout au long de ma carrière à la diffusion d'un grand nombre d'informations gratuites accessibles au public. Je vous encourage donc à vérifier tout ça et à vous connecter avec moi sur LinkedIn et sur d'autres plateformes. Merci beaucoup et je pense que nous allons prendre quelques questions. Merci beaucoup pour cet excellent webinaire et tout de suite, nous allons ouvrir le forum aux questions. J'invite donc nos participants à poser leurs questions dans la boîte à questions. Notre première question est la suivante. À votre avis, quelles sont les raisons pour lesquelles la dépression est devenue la principale cause d'invalidité dans le monde plutôt que prévu? Oui, excellente question. Alors, pourquoi pensons-nous que les taux sont plus élevés? Vous savez, il y a 2 choses. D'abord, il y a la sensibilisation. Et collectivement, je pense qu'en tant que société et dans le monde en général, nous pensons à la santé mentale. Nous la comprenons maintenant et nous avons évolué dans notre compréhension de ce sujet. Si nous prenons du recul, je peux dire que la dépression nerveuse était le terme utilisé dans les années 50 et 60 pour désigner quelqu'un qui avait des difficultés et qui était un peu à côté de la plaque. On l'envoyait dans un service psychiatrique. L'homosexualité était dans le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux. C'est vrai. Et donc, nous pensons qu'il y avait beaucoup d'ignorance, de manque de compréhension et de stigmatisation autour de la santé mentale. Donc, une des choses que je crois, c'est que nous avons simplement évolué et que nous comprenons, voyons, évaluons et en parlons différemment. Facteur numéro 1. Et le numéro 2 est parallèle à cela. Le monde devient plus compliqué. Donc, encore une fois, la technologie, l'évolution des choses comme l'économie reposant sur le travail précaire, le travail à distance, le climat en tant que facteur environnemental, le climat politique, tous ces facteurs, je pense, sont tous des sources de stress collective. C'est logique. Merci, Dr. Samra. Deuxième question. Pouvez-vous nous aider à identifier les compétences que les dirigeants devraient acquérir dans le cadre de la santé et de la sécurité psychologique? Oui, excellente question. Alors, quelles sont les compétences que les leaders devraient améliorer? Et en fait, si je peux, je me lance ici. Il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas le faire parce que j'aime montrer aux gens cette évaluation du leader psychologiquement sécuritaire. Et donc, vous pouvez faire un lien de notre site vers l'évaluation du leader psychologiquement sécuritaire. C'est à quoi ressemble le site et nous avons 5 domaines ici. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails techniques de la méthodologie de recherche. Vous pouvez les lire ailleurs. Nous avons pris les 13 facteurs et nous les avons ramenés à 5 qui sont les plus pertinents et qui correspondent aux compétences de leadership. Pour le premier, vous savez, sans surprise, la communication et la collaboration. Nous savons donc dans quoi nous pouvons investir en aidant les gens à développer des compétences et des stratégies de communication efficaces, des approches collaboratives, ce qui contribue à l'intelligence sociale, c'est-à-dire ce vaste concept qui consiste à aider les individus à prendre conscience de leur propre état émotionnel, à être capables de détecter et de reconnaître celui des autres, à avoir des états émotionnels flexibles et adaptables, à comprendre le langage émotionnel et les manifestations émotionnelles, à résoudre les problèmes et à gérer les conflits. Nous savons que c'est l'un des aspects les plus importants. En tant qu'être humain, par nature, il est difficile pour beaucoup d'entre nous de donner un retour négatif ou un retour constructif pour gérer un conflit. Beaucoup d'entre nous ont une aversion naturelle pour les conflits. Et donc, lorsque nous pouvons équiper nos leaders avec des compétences tangibles qui peuvent les aider à savoir comment résoudre des situations difficiles, donner cette rétroaction difficile sur la gestion de la performance sans se projeter émotionnellement lorsque nous le faisons, la troisième compétence, la sécurité et la sûreté, est la plus importante lorsque nous pensons à la prévention. Et cela inclut toutes sortes de choses. Depuis le fait de renforcer la confiance des gens dans leurs compétences, en passant par les moments où ils doivent intervenir s'ils observent des comportements inappropriés, des propos déplacés de la part d'autres membres du personnel et en imposant des conséquences disciplinaires appropriées. Quand nous disons des choses inappropriées, irrespectueuses et non civiles dans l'environnement de travail. Enfin, l'équité et l'intégrité, qui à bien des égards est l'un de mes préférés. C'est une construction globale. Ce n'est donc pas un facteur isolé, c'est un facteur qui est intégré dans tout le système.
Nous pouvons penser à l'intégrité dans la façon dont nous abordons les relations, même les situations difficiles. Si nous pouvons penser à l'équité dans nos prises de décision, dans nos approches, ce sont là les 5 compétences de leadership psychologiquement sécuritaires. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée. La prochaine question est la suivante. Pensez-vous que les normes de santé et de sécurité feront l'objet d'une réglementation comme les autres lois? Oui, c'est ça. C'est une question très intéressante. C'est une question sur laquelle notre comité technique CSA, vous savez, nous avons beaucoup de discussions à ce sujet. Et ce que nous commençons à voir, c'est que certains éléments de la norme sont intégrés dans la législation. Et donc, parmi les facteurs, il y en a un certain nombre et la protection psychologique serait l'un d'entre eux qui englobe l'intimidation, le harcèlement, la violence physique. Nous savons qu'à travers les provinces, chaque province est à un stade légèrement différent, mais nous constatons une évolution en termes de législation pour certains domaines, d'autres domaines. Vous savez, il est probable que nous ne voyons pas nécessairement une législation à proprement parler, mais nous allons voir la jurisprudence s'inscrire dans la loi. Et donc, nous savons que lorsque nous regardons d'autres normes dans la façon dont les normes sont intégrées dans plus, il faut des années et vraiment des décennies pour qu'elles soient complètement intégrées dans les lois. C'est généralement lorsque les choses tournent mal, que quelqu'un prend un avocat, que quelqu'un va au tribunal et qu'une décision est prise. La réponse est donc oui, pour certaines choses. Et nous verrons ce qu'il adviendra de certains des autres facteurs qui s'ajoutent à ceux qui sont plus ancrés juridiquement. La civilité, le respect, les exigences, la protection psychologique et le soutien psychologique sont déjà considérés sur une base légale. Et donc, ce sont ceux que nous soupçonnons. Nous commençons également à voir un certain nombre de groupes et de grands groupes. Je n'utiliserai qu'un seul exemple à titre d'illustration. Le BC Nurses Union, ici en Colombie-Britannique, a été le premier syndicat à intégrer un langage sur la norme dans sa convention collective. Et nous commençons à voir d'autres syndicats qui commencent à le faire. Vous savez, ce sont les commissions des accidents du travail. Vous savez, nous nous doutons bien que nous allons devoir tenir compte de certains de ces facteurs de manière croissante. Mais nous en sommes au point où la santé et la sécurité étaient dans les années 20, lorsque nous pensons à la santé et la sécurité psychologique. Donc, bien que la norme soit sortie il y a 7 ans, ce qui est difficile à croire, le mois dernier, c'est toujours le cas. Elle est encore au stade de bébé. C'est comme si elle était encore un bébé en termes d'histoire de son développement. Parfait. Merci, Dr. Samra. Et juste là, comme nous en parlions, voici les ressources. Et si les gens sont intéressés, vous savez, nous avons beaucoup de téléchargements et tous les liens vers les ressources dont j'ai parlé et plus encore. Et ce sont toutes des ressources gratuites. Je vous invite donc à y jeter un coup d'œil. Parfait. Alors, nous pouvons faire un lien vers ces ressources sur notre site Web pour qu'elles soient accessibles. Donc, la prochaine question est, est-ce que le pourcentage est plus élevé pour un environnement psychologique malsain dans les milieux syndiqués? Alors, est-ce malsain? Je dirais qu'on peut, mais les données ne permettent pas de dire oui ou non. Et nous savons qu'ils sont différents. Et nous savons qu'il y a des défis différents dans les environnements syndiqués et non syndiqués. Si nous examinons certaines des données sur la mise en œuvre de la norme, nous constatons qu'il existe en fait un grand écart entre les environnements syndiqués et non syndiqués, en ce qui concerne les pourcentages de personnes qui les appliquent. Nous savons que le syndicat peut souvent avoir une voix plus forte pour essayer d'inscrire la norme à l'ordre du jour ou de l'intégrer. D'un autre côté, nous savons que le secteur privé peut souvent être plus rapide à mettre en œuvre les choses. La réponse simple est donc non. Il n'y a pas de big data convaincant, mais il y a des différences. Il n'y a pas de doute qu'il y a des différences entre les deux environnements de travail. Merci. Une autre question est, quelles sont les initiatives que nos directeurs des RH peuvent lancer dans les entreprises américaines pour créer un environnement de travail sain? Oh, super. Je pense que oui. Donc, les RH, j'adore les RH et les RH s'occupent de tellement de choses. Quand nous pensons aux problèmes de personnes et à tous les défis qui en découlent, les gens des ressources humaines servent souvent un objectif primaire ici. Et je dirais qu'il y en a plusieurs. Le premier est d'attirer l'attention des responsables de votre organisation, donc télécharger la norme. C'est un excellent traitement contre l'insomnie. Si quelqu'un veut lire son document à l'heure du coucher, je vous taquine, il peut se familiariser un peu avec lui, le parcourir et réfléchir aux différentes possibilités qui s'offrent à lui dans le cadre des structures existantes, car il peut se sentir dépassé. C'est vrai. Et donc, quand on pense à créer un système de gestion de la santé et de la sécurité psychologique, ce qui est le langage de la norme, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai.
Ce n'est pas comme une initiative d'un jour, d'un trimestre ou même d'un an. L'idée, c'est de commencer quelque part, de choisir des secteurs où il y a des enjeux dans votre environnement de travail et de penser à toutes les opportunités, à toutes les façons d'intégrer un petit quelque chose quelque part. Et parfois, une façon simple de commencer est de penser aux réunions du personnel en ajoutant un point à l'ordre du jour sur la santé et la sécurité psychologique. Il vous suffit d'inscrire ces 3 mots sur votre agenda et d'entamer un dialogue, de commencer à parler aux employés. Chaque environnement de travail, chaque secteur et même les équipes et les divisions au sein d'un même environnement de travail ont des besoins uniques différents. Il faut donc comprendre ce que veut votre base d'employés, puis rechercher les opportunités qui se présentent naturellement et auxquelles vous pouvez ajouter un peu plus. Par exemple, si vous avez déjà un comité de bien-être et qu'il a l'autorisation de publier un bulletin d'information mensuel, ou que le yoga est proposé une fois par mois, ou encore que vous avez d'autres activités de bien-être physique, il pourrait y avoir une belle synergie qui vous permettrait d'ajouter des sujets d'actualité sur la santé mentale. Parfait. Et une autre question. La norme nationale a été publiée en 2013. Savez-vous si elle est ou sera révisée? Oui. Donc, j'aurais pas dû toucher ma tête. Je pensais que c'est en 21 et qu'on fait la prochaine série de révisions. Oui, ce n'est pas ça. C'est soit 21, soit 22. Donc, je m'excuse pour ça. Mais oui, il y a une séquence régulière qui fait partie du fonctionnement des normes CSA. Et donc, la prochaine sera publiée dans les 2 prochaines années. Parfait. Et nous pouvons conclure avec la dernière question. Si vous aviez un message à transmettre à nos participants pour qu'ils l'emportent au travail demain, quel serait-il? Oh, c'est une excellente question. Je parle aux gens de la norme et du fait que nous avons l'obligation de créer des environnements de travail psychologiquement sains et sécuritaires, car la plupart des gens ne le savent pas. Merci beaucoup, Dr. Samra, d'avoir partagé avec nous vos précieuses connaissances et pour avoir apporté une énergie si positive à cette présentation. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir pris le temps de démontrer l'importance capitale de favoriser un leadership psychologiquement sécuritaire et de montrer que l'investissement dans la santé mentale a des effets bénéfiques évidents sur les résultats. L'une des statistiques à retenir en particulier est que les entreprises ayant mis en place des programmes de santé mentale pendant 1 an ont obtenu un rendement annuel médian de 1,62 $ pour chaque dollar investi. À tous ceux qui nous écoutent, merci de votre participation.